Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Bonsoir chers auditrices, vous écoutez Gouinement lundi et avant toute chose, on vous souhaite une belle et bonne année avec de l'amour, des bisous et des câlins parce qu'une fois qu'on a tout ça, tout va quand même beaucoup mieux. Et comme tous les mois, nous sommes sur Radio Campus Paris en direct, ou presque. Oui, parce que détrompe-moi Isa, mais on enregistre dans ton salon, pas dans un studio de radio et pas un lundi. Ah, bien vu Nola, on a décidé de se mettre dans les conditions de notre discussion, puisque pour cette première émission de 2025, on s'est dit qu'on allait partager avec vous les débats qui enflamment le Gouinistan. J'ai nommé nos pia-pia ou blabla de soirée. Vous savez ce qu'on a quand on commence à évoquer la dernière série lesbienne ou ce qu'on pense de la nouvelle tendance queer. Ah, c'est pour ça les petits gâteaux et les tasses de thé. Par contre, je crois qu'avant toute chose, il faut qu'on débatte sur les gâteaux secs de grand-mère pour le goûter. Ça fait queer, tu crois ? D'ailleurs, c'est quoi un goûter queer ? Des gâteaux véganes et des tisanes ? À moins que ce soit un truc de bobo. Elle est où la limite ? D'ailleurs, pourquoi il y a autant de véganes chez les queers ? Wow, je vois que t'es très en forme, Nola, mais c'est parfait, car c'est exactement le genre de questions philosophiques sur lesquelles on va s'épancher ce soir. Alors pour cela, nous avons la joie d'avoir autour de cette table Amélie. Bonsoir Amélie. Bonsoir Gouinement lundi. Tu es avec nous ce soir, tu travailles dans la production de spectacles vivants et tu vas nous aider à débriefer sur toutes les formidables questions que nous avons. Et on a également avec nous Emma qui a fraîchement rejoint l'équipe de Gouinement lundi. Bonsoir Emma. Salut, ça bûche. Je vois qu'on est en forme ce soir. Et on a à l'animation Isa. Bonsoir Isa. Bonsoir Nola. Allez, c'est parti. Pour cette émission, on vous a mis nos auditorices à contribution via notre compte Insta, en vous demandant les questions, thèmes, sujets qui agitent vos soirées en ce moment. Et merci à vous, on a reçu pas mal de réponses, mais on n'aura malheureusement pas le temps de toutes les aborder, alors on en a sélectionné quelques-unes. Et on va aller dans le vif du sujet, en commençant par une thématique devenue apparemment absolument et totalement incontournable si vous fréquentez un minimum la communauté queer, l'astrologie. Alors, d'après ce que j'ai compris, savoir si t'es balance ascendant lion avec la lune en scorpion, c'est essentiel pour prédire ton avenir relationnel avec une ou un poisson ascendant gémeaux. Et si Mercure rétrograde, alors là, c'est la cata totale. Donc vous, autour de cette table, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est important pour vous ? Amélie ? Je crois que je fais un peu semblant d'y croire. En fait, j'ai quand même un collier avec mon signe autour du cou. Ah oui, quand même. Bélier. Mais j'y connais pas grand-chose, donc j'essaye de m'intéresser. Mais voilà, quand on me dit, voilà, je suis balance, ascendant, scorpion, je suis là, ah ouais. Mais je sais pas trop ce que ça veut dire de plus, quoi. Et toi, Nola ? C'est marrant qu'on pense que c'est quelque chose d'hyper nouveau, parce que dans les années fin 70, début 80, notamment aux États-Unis et en Allemagne, l'astrologie, c'était quelque chose d'hyper répandu dans les milieux alternatifs féministes. Et c'est marrant parce que ça n'a pas du tout pris en France, parce que c'est une période où le féminisme est très matérialiste, très ancré dans le marxisme. Et du coup, qu'aujourd'hui, dans la culture queer, ça devienne quelque chose de très populaire, c'est assez significatif aussi de qu'est-ce que le milieu féministe, queer, politique. Parce qu'en gros, l'astrologie, c'est aussi une manière de se réapproprier en fait une culture dissidente de la norme. En fait, c'est un outil qui permet de communiquer avec les autres, communiquer de soi aussi. Je sais pas, on dit oui, je suis à tout hasard Capricorne. Et Capricorne, c'est vu comme quelqu'un de ambitieux, fidèle, introverti. Alors oui, non, oui, oui. Mais du coup, ça permet en fait de dire, oui, peut-être que là, je m'y retrouve, peut-être que là, je m'y retrouve pas. Et ça permet en fait de discuter. Et pour moi, je le vois vraiment comme un outil. C'est aussi une manière de se rapprocher des vivants, mais des vivants avec un S, de la nature, des autres individus.
Et moi, je pense que je suis sensible, mais c'est aussi très ancré dans ma famille. Depuis toujours, j'ai toujours entendu ma mère et ma grand-mère prendre le télépoche, aller à la dernière page et nous donner nos signes astrologiques. Moi aussi, quand j'étais petite, j'ai eu le collier avec le Capricorne. Donc, après, j'y crois pas. Je l'utilise plus comme un outil. C'est comme le tarot, en fait. Quand on se tire des cartes, ça permet de raconter des choses sans forcément que ça définisse. Par exemple, il y a des personnes qui sont dans un état d'esprit de non, mais t'es scorpion, ça va pas être possible qu'on relationne ensemble. Alors, désolé, mais j'ai mon ascendant vierge et ma lune en Sagittaire. Et là, ça change tout. Donc, ça change tout. Il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte. Donc, voilà. Et puis, c'est une manière de s'approprier, en fait, une culture. Oui, Emma, t'as un truc c'est aussi un moyen de briser la glace quand on n'a plus rien à se dire. Non, c'est vrai. non, c'est un peu, je plaisante, c'est aussi par exemple quand on demande lors d'un date quelle est ta couleur préférée ou quel est ton signe, c'est un moyen de faire connaissance. Alors, pourquoi c'est, à votre avis, aussi... il y a un tel engouement dans la communauté queer? C'est quand même un truc qu'on entend beaucoup. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on pose tout le temps quel est ton signe, etc. Ouais, Amélie. Ouais, j'ai une observation. C'est que tu disais du coup que c'était beaucoup ancré dans les milieux féministes. Moi, de mes souvenirs, quand j'étais petite, c'était beaucoup dans les magazines féminins. Mais c'était, à mes yeux, pas quelque chose de féministe ou de contre-culture. Au contraire, c'était quelque chose qu'on avait tout le temps. Les infos à la radio, à la fin, c'était poisson, faites attention au courant ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé à naviguer dans le milieu queer, pour rester dans l'image aquatique, ça m'a un peu étonnée de voir tout cet engouement autour de l'astrologie. Je me suis dit, ah ok, c'est un vrai truc. Et je m'en suis emparée à ce moment-là. Mais ça m'a toujours un peu questionnée parce que c'était vu comme quelque chose d'un peu ringard quand même. Où surtout on regardait dans le Elle ou dans le Cosmo pour rigoler en disant ok, vas-y, on regarde quoi. Mais entre ça et aujourd'hui, où en date, justement, tu demandes quel est ton thème astral, quelle est ta maison, ça, j'ai jamais compris ce que c'était. C'est assez fou de voir l'engouement que ça a et j'arrive pas à trouver l'explication de pourquoi c'est ainsi. On a Aura aussi qui est autour de cette table. On ne l'a pas présentée tout à l'heure parce qu'elle est arrivée en coup de vent. On ne savait pas qu'elle serait là. Aura, donc, qui fait également partie de l'équipe de Good Morning, qui a apparemment un avis sur la question. Je pense, comme Nola, que tu parlais je sais plus, d'histoire ou de... Je pense que ça plaît aussi l'astrologie chez les queers parce qu'on est attaché aussi à la fiction, aux fictions, et à revisiter aussi les fictions, et à la magie, à ce qui n'est pas rationnel aussi, en fait. On s'interroge sur cette question même de ce qui est rationnel. Et que c'est une base aussi, oui, pour raconter des histoires et s'émanciper d'une espèce de norme qu'est le rationnel, en fait. Oui, tout à fait. C'est une manière d'être créatif et créative et tu demandais pourquoi, parce que Cosmo... et en fait, moi, je le vois comme, on va y revenir, mais la coupe mulet. Où en fait, la coupe mulet, c'était hyper ringard. Et aujourd'hui, les queers se l'est complètement rapproprié. Et c'est une manière de s'approprier des choses qui paraissent complètement ringardes dans la norme, où c'est pas sérieux. Et du coup, en fait, de se réapproprier des choses qui ne sont pas la norme de scientifique, ça doit être comme ça, très rationnel, c'est une manière aussi de dire, ça, vous l'avez dénigré comme vous nous dénigrez nous, et on va se l'approprier, on va vous montrer que c'est fun et que nous, on peut faire quelque chose de super avec ça. Il y a une dimension d'autodérision aussi, du coup, oui. Un petit peu là-dedans, quoi. Après, il y a des personnes qui prennent ça très au sérieux. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas toujours un peu de recul même quand tu prends très au sérieux, est-ce que vraiment tout le temps Il y a des personnes qui sont très au sérieux là-dessus, quoi. Ouais, qui sont vraiment à fond. Qui disent, voilà, je ne sors pas aujourd'hui parce que Mercure est en rétrograde ou quoi que ce soit. Et qui pensent que tu peux pas avoir une relation avec quelqu'un parce que tu serais pas compatible. Enfin, oui, vraiment. Mais il y a des personnes comme... Enfin, moi, je me considère comme... je trouve ça assez fun et je l'utilise comme outil pour discuter, mais j'en fais pas un guide.
Enfin, c'est donc plutôt de l'autodérision et en même temps, parfois, j'aime bien, oui, y mettre un peu de sérieux quand même, mais sans aller juste. Enfin, du coup, pour répondre à ta question, oui, il y a des personnes qui prennent ça de manière un peu plus moins cartésienne, moins très directive. Bon alors, on a quand même beaucoup discuté sur l'astrologie, mais on a d'autres thématiques à aborder. Et lorsque les planètes sont bien alignées, c'est le moment de sortir, rencontrer des gens et d'aller en soirée lesbienne. Et c'est le thème de la nouvelle question qu'on va aborder maintenant. Les soirées lesbiennes, angoissantes ou excitantes? Qui veut commencer? Alors, Amélie? Amélie, on sait que tu es bi, c'est le moment de le dire, mais tu vas quand même, du coup, en soirée lesbienne. Rarement, mais oui, j'y vais. Et je choisirais plutôt le mot angoissant, parce que je trouve qu'il y a déjà une ode à la performance, que ce soit sur le style, que ce soit sur la façon de danser, la façon de draguer, etc. Et c'est vrai que je me sens pas forcément à l'aise, d'autant plus que donc je suis bi et que déjà j'ai ce problème de légitimité. Donc en plus, quand je vais dans une soirée lesbienne, je suis là, faut que je paraisse vraiment queer. Comment on paraît très très queer, comment avoir tous les codes. Et je trouve que c'est beaucoup de pression, alors que quand c'est pas forcément estampillé soirée lesbienne, je sais que je me mets beaucoup moins de pression là-dessus. Si tu vas dans une soirée a priori hétéro, tu ressens pas ça? C'est différent encore, parce qu'il y a d'autres pressions qui sont sur d'autres enjeux. Mais si ça va être une soirée où il y a des personnes queer, où il y a des lesbiennes, il n'y a aucun problème. C'est juste vraiment l'étiquette soirée lesbienne. La dernière Wet For Me que j'ai faite. Soirée lesbienne. La soirée lesbienne. Pour moi, c'était il faut absolument que j'y aille parce que quand même, ça doit faire partie de la culture. Mais je ne me suis pas sentie hyper à l'aise en fait. Et est-ce que c'était pas à cause de la pinte à 10 € de la machine du Moulin Rouge que tu t'es pas sentie à l'aise? Aussi. Coupé, je te laisse finir. Aussi. Mais je saurais pas dire précisément, mais c'est vrai que j'avais un truc de j'y arrive pas. J'arrive pas à m'amuser et à me sentir complètement libre, là où normalement ce serait le but. Et toi, par exemple, Nola, ça t'angoisse ou ça t'excite, les soirées lesbiennes? Justement, mais je te rejoins vachement sur... Moi, je dirais plus que c'est intimidant, en fait. Et c'est exactement cette performativité, ce qui est très paradoxal, parce qu'en fait, quand tu discutes avec toutes les personnes qui font partie de ce milieu, toutes les personnes sont des angoissées sociales, hashtag moi. Mais on continue à y aller parce qu'on a envie de faire partie aussi, on a envie d'être un grain de sable dans l'océan. Sauf qu'en fait, ça devient un lieu de performance. Et parce que justement, en fait, personne ne se sent légitime. Enfin, là, je parle pour tout le monde, ce qui est peut-être pas le cas, mais en tout cas, avec les personnes avec qui je discute, ça revient souvent. Et du coup, on a envie d'être la personne la plus queer, la plus lesbienne. Et du coup, on est tellement focalisé sur ça qu'on on prend même plus plaisir à être autour des autres. Ce qui est en fait le nerf de la guerre, on se réunit parce que ça fait tellement du bien d'être avec des gens magnifiques, avec qui on peut ne pas s'expliquer, partager une identité commune. Il y a aussi le fait que, pour moi, c'est aussi très parisien. Parce que quand tu sors de Paris, c'est pas du tout la même limonade. Alors oui, j'ai c'est des pas le même expressions, c'est pas le même champomis. Mais c'est vrai que quand tu te décentres de Paris, tu as moins cette performativité, ou en tout cas, c'est une performativité différente dans laquelle peut-être moi, je me retrouve plus aussi. Et vu que je me sens plus légitime, je fais moins attention à ça. Est-ce qu'elles sont pas un peu plus mixtes, les soirées Non? Il y a vraiment ça des soirées dépend. lesbiennes. Ça dépend. Moi, je sais que je traîne pas mal dans des milieux anars, queer. Ça reste un entre-soi identitaire. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'habite à Lille. C'est plus mixte. Parce que le queer englobe plus de choses. Il y a aussi moins de personnes au mètre carré. Donc, en fait, quand ton identité politique, c'est d'autant plus, je sais pas, l'anarchisme que la queerness, en fait, tu fais collectif avec d'autres personnes. Parce que là, c'est plus juste ton identité qui est le centre, en fait, de qui tu es, mais c'est d'autres choses. Je pense qu'il y a aussi ce truc de... aujourd'hui, dans les soirées lesbiennes, je me sens un peu plus légitime, mais parce que j'ai dépassé ce truc de... en fait, c'est bon, je sais que je suis lesbienne, je sais que je suis queer, j'ai plus besoin de prouver ça.
Aujourd'hui, j'ai mis mes luttes et mes engagements dans autre chose. Et du coup, c'est toujours hyper intimidant pour moi d'être dans une soirée lesbienne. Mais une fois que j'ai dépassé ce truc de passer la porte et de retrouver mes potes, ça va beaucoup mieux. Emma, tu veux rajouter quelque chose ? Je peux rajouter. Moi, ça dépend des soirées, pour être honnête. Il y a des soirées auxquelles je me rends avec beaucoup de plaisir. C'est vrai que je partage parfois cette sensation d'oppression, par exemple à la Ouette, mais je crois encore que le lieu y est pour beaucoup, parce que c'est un lieu en fait qui est pas porte-monnaie friendly, quoi, et qui a tendance à être très boîte de nuit, si je puis m'exprimer ainsi. Tandis que je suis allée dans des soirées queer telles que plutôt lesbiennes, telles que la Dactopia, qui sont parfois dans des environnements un peu plus détendus, on va dire. Par exemple le 6B ou la Marbrerie. C'est des lieux auxquels j'ai plus de plaisir à aller et qui se prêtent mieux en fait à ce genre de soirée. Voilà, donc j'ai pas forcément ce sentiment d'être intimidée. Je pense que le lieu compte aussi. Amélie, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, je voulais ajouter aussi, en tout cas pour mon propre vécu, il y a aussi une performativité au niveau des corps. Donc je suis une meuf grosse et les soirées lesbiennes ou même queer m'intimident beaucoup parce que je vois très peu de corps comme le mien. Et donc après, c'est une autre problématique aussi de peut-être d'hypocrisie au niveau de tous les corps sont beaux, tous, etc. Alors oui, sauf qu'on ne les voit pas représentés. Et ça, je trouve que, à mon sens, dans mon expérience, ça ajoute à l'angoisse que je peux avoir dans une soirée lesbienne, dans une soirée queer. Justement, à des soirées comme... Emma ? Je n'ai pas d'action à la Dactopia, qui d'ailleurs n'est pas une société. Justement, à la Dactopia, il y a des performances alors, je vais me répéter, mais de performeurs qui parfois n'ont pas forcément les corps typiques auxquels on s'attend et qui, du coup, apportent une autre représentation des corps. Enfin, je ne sais pas si ça répond à ce genre de questions, mais par contre, c'est vrai que dans d'autres soirées un peu plus normées, paradoxalement, peut-être que la Ouette est une soirée plus normée. Là, en effet, oui, peut-être qu'on va moins retrouver ça, c'est vrai. Sans parler de la moyenne d'âge, de 12 ans et demi à peu près. Dès que tu as plus de... Tu finis en garde à vue à la fin de la soirée, ouais. Voilà. Eh bien, sur ces belles paroles, on va maintenant reposer nos langues pendant une première pause musicale. Et c'est du côté de la jeune artiste française Louise BXX qu'on va voguer quelques instants. On écoute le titre Easy, extrait de son excellent nouvel EP Trop bonne, trop conne. La prochaine fois que je partirai, je ne le dirai pas. Je ne vous dois rien du tout, pas même des regrets. Je n'aimais pas plus le son de cette voix qui n'est plus la mienne quand vous l'écoutez. La prochaine fois, je m'en irai sans mes bagages. J'ai toujours aimé voyager légère. Vous êtes toujours sur Good Morning Lundi et Radio Campus Paris, et ce soir, ça papote, ça vapote. Alors, de quoi va-t-on parler maintenant ? Ah oui, tiens, on a eu pas mal de questions sur le style lesbien. J'espère que vous entendez mes guillemets dans ma voix. Déjà, est-ce qu'il y en a un ? Et c'est quoi, du coup ? C'est les Doc Martens avec un mulet et un tatouage indispensable ? Qui veut commencer ? Nola ? Moi, à part le mulet, je réponds à tous les critères, du coup, c'est... Mais, oui, on est loin du mulet, effectivement, ça. Oui, mais là, oui, la tête rasée, j'ai la tête rasée. mais j'avoue que, en vrai de vrai, on va pas se mentir, si j'avais les cheveux pour... j'aimerais bien tester le mulet. Parce que, ok, il faut remettre dans le contexte, si j'ai les cheveux rasés... c'est pas forcément un choix, c'est parce que je perds mes cheveux. Parce que du coup, je peux me refaire pousser les cheveux, mais je pourrais pas faire une coupe mulet parce que ça serait pas drôle, ça serait vraiment pas beau. Et du coup, pour mon esprit contradictoire, je suis contente de pas pouvoir me faire une coupe mulet parce que j'ai pas non plus envie de correspondre à tous les standards. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un moment donné où... Ouais, voilà, exactement. Mais c'est vachement beau, on va pas se mentir. Mais non, le style, en vrai, c'est à double tranchant, c'est hyper important parce que ça permet en effet de se reconnaître. Et en même temps, c'est vrai que ça peut être enfermant pour des personnes qui sont assez influençables ou qui ne savent pas où se situer. Et c'est vrai que... Après, pour ma défense, dois-je me défendre ?
J'ai beaucoup de tatouages et pour moi, le tatouage, c'est pas du tout quelque chose qui rentre dans la queerness. Depuis que j'ai 13 ans, en fait, j'ai toujours voulu me faire tatouer, mais c'est plus une réappropriation du corps. C'est une manière de parler avec mon corps, c'est l'expérience qui va avec, c'est pas juste avoir un dessin. Sachant qu'en plus, je correspond pas du tout au code des tatouages queer tendance parce que j'ai des énormes pièces style gravure. Donc, rien à voir avec la tendance queer du moment. Et t'as ce truc de moi, c'est un peu ma thérapie où quand je vais pas bien, de prendre rendez-vous avec quelqu'un où tu partages une vraie expérience parce que t'as pas juste le tatouage à la fin. Enfin, en tout cas, pour moi, je le vis comme ça. Donc voilà, et pour ce qui est des docks, et moi je suis aussi une gouine à Converse, c'est un truc très culturel en fait, mon père portait des docks et des Converse, et en fait, toute ma vie, j'ai porté ça. Et donc là, je corresponds aux standards queer. Malgré toi, en fait, t'as ça dans le moi. sang. Exactement. Mais tu sais que c'est marrant parce que un jour, j'ai acheté des Timberland. Et je les ai mis et ça n'a pas fonctionné. Je suis allée les rendre parce que je me suis dit, mais c'est pas moi. Et alors, est-ce que c'est un truc de reconnaissance inconsciemment? Je me suis dit, peut-être, très certainement, ah non, mais là, je porte des Timberland, ça veut dire que j'appartiens à cette catégorie de personnes. Non, je peux pas vivre ça, c'est au-delà de mes limites. Franchement, je pense, oui. Alors, je pense que Aura, qui est avec nous, a quelque chose à dire sur le sujet. Déjà, par rapport à la coupe mulet, moi, on n'arrête pas de vouloir me faire une coupe mulet et je sais pas comment le prendre. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on me trouve trop classique et je suis toujours un petit peu vexée. Et je suis vexée et en même temps, comme toi, Nola, j'ai pas envie de le faire parce que c'est un peu... j'ai envie de lutter contre cette injonction au mulet. Même si j'ai rien contre le mulet, je trouve ça très joli et tout. C'est très très moche surtout. Non mais il faut le dire. Non mais il y a un moment, je suis désolée, il faut dire que le mulet c'est très moche. Et d'ailleurs, je suis pas d'accord. Si. Et d'ailleurs, j'ai lu un article qui disait que porter le mulet, c'est en finir avec les dictates de la beauté et de la binarité. Donc c'est moche et c'est non genré parce que en fait, t'as le devant qui est court et l'arrière qui est long. Donc voilà, ça mélange tous les genres. Non mais t'as le moderne mulet. Tu connais pas, mais soft mulet. Oui, voilà. Non, le soft, c'est pour les hétéros, le soft mulet. Parce qu'il y a ça aussi, il y a les hétéros qui se rapprochent. Alors, je suis complètement hétérosexuelle. C'est pas possible. Le mulet, avant, c'était pour les fans de Johnny, surtout. Ouais. Donc, c'était plutôt les hétéros. C'est très subtil, le mulet. Il y a plein de sortes de mulets. Il y a plein de nuances de mulets. Oui, et quand on s'intéresse, je pense qu'Emma me comprend. Mais donc, c'est très étrange parce que je suis à la fois très attirée par le fait de me faire une coupe comme ça, parce que j'arrête pas de regarder ça. Ça me passionne et mon algorithme aussi m'envoie plein de trucs. Mais je bloque. J'arrive pas à savoir si je bloque parce que j'ai l'impression que c'est une injonction et que un peu par fierté, je dis non, vous me dites toutes de faire une coupe mulet, je vais pas le faire. Et parce que j'ai envie d'assumer mon côté un peu classique et tout. Enfin voilà, moi ça me questionne beaucoup, c'est un vrai sujet. Donc sans aucune transition, on nous a posé une autre question très provocatrice. Et comme on n'a peur de rien, comme vous avez pu l'entendre, on va tenter d'y répondre. Portrait d'une jeune fille en feu, on a le droit de ne pas aimer sans se faire exclure du Gouinistan. Qui veut commencer ? Alors, je crois que Emma. Je suis la première en exil, puisque je n'ai pas aimé Portrait de la jeune fille en feu, enfin tout ça c'est pareil. Pourquoi ? Parce que c'est trop non dit en fait, c'est pas assez explicite, voilà, c'est pas assez explicite et moi en fait dans les films, j'attends de l'explicite, j'attends de voir l'amour représenté tel que je me l'imagine et au final, c'est pas toujours si différent des films hétérosexuels. Par exemple, oui, j'ose le dire, j'ai beaucoup aimé La vie d'Adèle, ça m'a complètement émancipée à un moment donné où en fait, j'osais pas dire que j'étais lesbienne et à tel point que j'en pleurais seule. Instant violon, tu veux rajouter et voilà, et on n'est pas forcément obligé de toujours s'éloigner des représentations qu'on dit masculines ou hétérosexuelles pour qu'on se sente émancipé par un film. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, voilà, ce que j'avais à dire. Si, je voulais juste ajouter Portrait d'une jeune Si, je voulais juste ajouter que Portrait d'une jeune fille en feu, c'est donc un film parce qu'on l'a pas précisé, tout le monde ne sait pas forcément, quand même. C'est un film de Céline Sciamma, qui est sorti en 2019, je crois, avec Adèle Haenel et Mylène Merlan.
Il me semble que c'est au XVIIIe siècle, où c'est donc le personnage d'Adèle Haenel, auquel je vais le dire parce qu'en fait, je l'ai revu pour cette émission. Donc, je l'ai très en tête. Bravo, non mais c'est très bien. Ah, je fais mes devoirs. Et qui, en gros, donc Adèle Haenel, donc Héloïse, avait une sœur. Et du coup, c'était sa sœur qui était censée se marier pour avoir le quota de filles mariées dans la famille. Et donc, sa sœur s'est, spoiler alert, suicidée. Et du coup, Adèle Haenel, qui était rentrée dans le couvent pour s'émanciper, doit se marier à sa place. Et donc, elle doit envoyer un portrait d'elle à son futur époux. Et donc, Noémie Merlan arrive, donc c'est la peintre, pour peindre son visage et envoyer ce portrait au futur époux d'Héloïse. Et donc, c'est un peu un huis clos où il n'y a que 3 personnages féminins, voire 4, parce qu'il y a la mère d'Héloïse qu'on voit un peu, pendant 2 heures de film. Moi, personnellement, j'avoue, en fait, je l'ai vu au cinéma et j'avais énormément aimé. Et moi, je suis très sensible en plus, donc j'ai versé ma petite larme à la fin. Et je ne l'avais pas revu depuis, parce que dans mon imaginaire, c'était un film très long et que regarder ça sur un ordi, c'était pas possible. Et en plus, en fait, ça a pris tellement de place au sein du Gouinistan. Il y a eu un peu cette fame où c'était le film lesbien. Et je me suis dit, mais je peux pas le revoir, c'est trop de pression. Enfin, dès qu'il y a quelque chose qui est trop encensé, je suis déçue. Et je l'ai jamais revu jusqu'à il y a 2 semaines. Et ben en fait, j'ai re-adoré, mais c'est parce que moi, j'aime bien les films contemplatifs où il n'y a pas forcément beaucoup de paroles et c'est tout un jeu de regards. Et les regards sont très, très beaux. Par contre, désolé Adèle, je t'aime, mais t'es pas faite pour ce rôle. Ah, on est bien d'accord. Elle m'a mise mal à l'aise. Elle m'a mise mal. Je n'arrive même pas à le dire tellement c'est dur pour moi de dire ça. Mais c'est un peu comme toutes les queens qui sont dans un rôle où c'est le personnage en fait qui est important et en fait il y a trop ce truc qui est sur ses épaules et en fait elle ne le porte pas bien. Alors que Noémie Merlan est excellente. Elle est trop emblématique peut-être pour jouer ce rôle. Exactement. Et puis il y a aussi ce fait que j'imagine, mais c'est Céline Sciamma qui filme Adèle Haenel. Je pense que, pour les personnes qui ne savent pas, mais elles ont quand même eu une relation potentiellement plus que romantique. Ah oui, oui. Enfin, plus. Oui, elles ont été ensemble pendant un certain temps, ouais. Et donc forcément, elle la filme. C'est les yeux de Céline Sciamma. Donc il y a tout ce truc en fait autour du film aussi qu'il faut remettre dans ce contexte. C'est un Céline Sciamma gaze en fait. Ouais, peut-être, mais du coup trop. Et puis Céline Sciamma aussi, c'est quelqu'un qui a l'air de contrôler vachement. Et c'est vrai qu'en fait toutes les scènes, on sait ce qui va se passer. Il n'y a pas de surprise. Après, c'est très la scène beau, avec mais... les selles quand même, excuse-moi, mais là, surprise totale. Tu t'attendais, toi, à ça ? Non, c'est vrai. Moi, j'avais pas compris compris ce que c'était. Oui. J'ai dû demander, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette scène ? C'est vrai, mais je pense Est-ce que qu'on c'est la peut redire seule ce qui se scène passe qui dans cette scène pour les Eh auditrices qui n'auraient pas eu la chance de voir. C'est la scène de sexe, on va dire, où en fait, il y a une pénétration des selles, je sais pas, Oui, un gros en plan sur je ne sais plus laquelle qui passe son doigt sous les selles de l'autre. Voilà. Et c'est censé être extrêmement sensuel et sexuel. J'avoue que voilà. Amélie ? Moi, j'ai plutôt aimé parce que j'aime les films d'auteur. Après, je l'ai vu parce qu'il y avait aussi beaucoup d'attentes de la part du Gouinistan. C'est quand même le film à voir, donc j'avais aussi beaucoup d'attentes là-dessus. Mais il ne faut pas oublier aussi le contexte des Césars aussi 2020, où le film était présenté. Et je pense aussi que ce qu'il s'est passé à la cérémonie des Césars, le moment où Adèle s'est levée, ça reste aujourd'hui un symbole. Et je pense que ça a aussi porté le film dans quelque chose de plus haut que ce qu'aurait été le film normalement, peut-être. S'il n'y avait pas eu le geste d'Adèle, je pense que le film aurait été juste un film queer parmi d'autres, mais n'aurait pas cette portée symbolique qu'il a aujourd'hui. Aura ? J'ai rien contre ce film, je trouve ça super qu'il existe et je l'ai trouvé bien. Mais bien. Pardon, j'ai juste dit bien. Ouh là là, je vais me faire taper dessus. La critique Mais cinéma. en fait, ça résume bien mon problème, entre guillemets, avec ce film, c'est que à chaque fois que je disais que bon, bah oui, ça va, c'était bien et tout, mais que ça m'avait pas transporté, j'avais vraiment le droit à une petite leçon de morale.
Et quand je disais du coup pourquoi, parce qu'on me faisait souvent argumenter, parce que je suis dans ce milieu-là, dans le cinéma, tout ça. Et du coup, je disais que moi, ce qui m'avait manqué, c'était le côté justement feu, le côté explicite aussi comme Emma. Et je trouvais que c'était super lent, super... Enfin, c'était pas assez dit, etc. Et moi, j'étais frustrée, en fait, surtout qu'il n'y a pas quand même beaucoup de films lesbiens. Et donc, quelque part, j'avais mis des attentes sur ce film. Pendant longtemps, ça m'a frustrée parce qu'on ne faisait que parler de ce film. Et en fait, on a aussi besoin de films avec vraiment du feu, avec vraiment de la passion, qui sont plus explicites, avec des scènes... Enfin, moi, j'avais besoin de ça, et voilà. Mais entre-temps, il y a eu d'autres films, donc ça va. Avec des scènes où c'est pas que les selles. Voilà. Merci Aura et merci tout le monde d'ailleurs. Bon, et donc on va interrompre ce débat pour laisser place à la musique. Donc il y a quelques semaines, notre Inès adorée, qui a également fait la programmation musicale de cette émission, a vu le film Les Reines du Drame d'Alexis Langlois, un autre film sur lequel on aurait largement pu débattre d'ailleurs. Bon, et depuis qu'elle a vu ce film, sa vie n'a plus été la même. Et on écoute donc le bien-aimé Fisté jusqu'au cœur, qui est un extrait de la bande-annonce et produit une fois encore par l'artiste Louise BSX. Je t'ai attendu 10 ans, j'aurais pu en attendre 100, bien nulle part, sauf en toi, bouton de rose au bout des doigts. J'étais dans la peau si fort, dans ma poitrine ça devient hardcore. Grande ouverte, je m'abandonne. Ton poing en moi, t'es trop bonne. Vous écoutez toujours Gouinement lundi et on a encore un peu de temps pour aborder quelques questions que vous nous avez posées sur notre Instagram. Plusieurs de ces questions portaient sur les romans, BD, séries lesbiennes. Et c'est vrai qu'on en parle souvent entre nous, d'autant plus qu'il n'y en a pas des masses. On vient d'ailleurs d'avoir un énorme débat sur les reines du drame. Mais bon, ça, vous l'aurez plus tard peut-être. Et donc, histoire de créer le débat, commençons par parler là de la dernière série française en date, centrée sur les lesbiennes, Split. On a aimé ou pas. Tour de table. Qui veut se lancer? Amélie? J'ai pas forcément aimé. Si je me souviens bien, parce que ça remonte un petit peu à la date de sortie, en tant que meuf bi, j'ai pas aimé la représentation de leur histoire d'amour, en fait, où on est encore sur une représentation d'une meuf bi qui était dans une relation hétéro et qui n'était forcément pas heureuse, et qui d'un coup rencontre le véritable amour avec une femme, et ça, j'en ai marre de voir ces mêmes moi, j'aime bien. choses-là. Non, mais c'est super, sauf que c'est toujours le même scénario, alors que ça pourrait être juste, une meuf qui a largué son mec, avec qui elle était bien quand même, et qui maintenant est avec une meuf, et c'est pas la découverte du réel amour. Donc voilà, ça m'a quand même bien posé problème. Et après, j'avais du mal un peu avec les jeux des actrices. Donc juste pour replacer, comme tout à l'heure, Split, c'est une série qui a été réalisée et écrite par Iris Bray et qui a été diffusée sur France TV et sur Arte aussi, je crois. Mais c'est ça le problème en fait, c'est qu'en plus c'est diffusé sur des chaînes grand public, donc c'est même pas que pour des lesbiennes, pour une fois. C'est accessible pour d'autres personnes. Ce qui est très bien. Ce qui est très très bien justement. Et en fait le problème c'est que c'est encore les mêmes stéréotypes et mêmes représentations. Et donc ça donne encore les mêmes images imaginaires de qu'est-ce que sont nos identités. Ce qui est très problématique. Avec une lesbienne jouée par Jenny Beth, ouais. C'est ça, avec un look très stéréotypé, lesbienne, plutôt butch, plutôt masculine. Mulet et Doc Martens. Toujours en noir. Et oui, on peut changer d'esthétisme, quoi. Aura. Moi, ce qui m'a agacée, c'est qu'elles sont censées être intermittentes du spectacle, mais en fait, elles ont l'air très riches. Et j'ai pas réussi à accrocher, du coup, juste à cause de ça. C'est vrai que ça parle en plus d'un certain milieu bourgeois parisien. Après, voilà, c'est ce que potentiellement Iris Bray connaît aussi. Elle parle peut-être
de ce qu'elle connaît. Elle avait envie aussi d'écrire sur son vécu. Mais c'est encore des imaginaires où on a du mal à se retrouver, quoi. Isa? Il y a un passage quand même un petit peu problématique du personnage de Jenny Beth qui laisse supposer qu'elle est devenue lesbienne parce qu'elle s'est fait agresser sexuellement quand elle était plus jeune. Et ça, c'est quand même... On s'en serait très bien passé, quoi. Parce que, voilà, les gens qui regardent ça, ils disent « Ah bah oui, c'est vrai. Enfin, elle déteste les hommes parce qu'elle s'est fait agresser. Et donc, elle est lesbienne. » Et ça va quand même pas du tout. Oui. Après, ça peut être un vrai Voilà. vécu. Mais le problème, c'est que c'est, encore une fois, les mêmes représentations accessibles au grand public. Ah oui, puis si c'était le cas, enfin, il y aurait, je sais pas, 9 femmes sur 10 qui seraient lesbiennes. Hein. Ce serait formidable, d'ailleurs, mais voilà. Aura, tu voulais ajouter? Moi, ce qui m'a interloquée, c'est le mec, quand même, il se fait vraiment... Et pourtant, j'ai souvent peu de considération pour les hommes. Enfin, voilà, mais... C'est ok. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire, mais non, mais j'ai peu d'empathie, voilà. Mais quand même, lui, il se fait totalement avoir. Je veux dire, c'est vraiment le good guy. Il est quand même très gentil. Mais un vrai gentil. Il a rien demandé. Et il est censé sourire quand sa meuf part avec l'autre meuf. Il est censé accepter d'être ami avec. Enfin, c'est quand même... je trouvais ça un petit peu... Pas réaliste. Mais je suis complètement Là, d'accord le avec pauvre, toi quand même. parce que moi, j'ai eu plus d'empathie pour ce personnage que pour Jenny et... je me souviens pas de son prénom. Mais pour les deux meufs. Enfin, vraiment, j'étais là. Et en plus, à la fin, ils sont tous les trois allongés comme ça. T'es là, mais frère Ouais, et donc ton c'est pas- estime de toi, en Moi, fait. j'ai pas pu aller jusqu'à cet épisode, c'est-à-dire à la fin. Bah, ça se finit, ils sont donc effectivement super potes, donc elles sont toutes les deux ensemble et il y a le mec qui est là aussi et ils papotent ensemble et ils sont super copains. En fait, c'est lui la lesbienne dans l'histoire. Enfin, je trouve ça quand même extraordinaire qu'effectivement une série faite par une lesbienne pour lesbienne, à la fin, nous rende empathique pour le mec, quoi. Enfin, c'est le personnage qu'on trouve le plus sympathique, c'est qu'il y a quand même un souci. C'était peut-être pas fait exprès, mais il y a un truc qui allait pas, quoi. Puis juste pour finir, c'était censé être une série lesbienne joyeuse. Est-ce que vous avez trouvé ça joyeux? Voilà. Bon. Voilà, donc on va se recentrer un petit peu pour la dernière thématique, parce que le temps file. Donc la dernière thématique de l'émission, c'est, on en parlait tout à l'heure, des romans et des BD lesbiennes. Et je crois que Nola, tu as quelque chose à nous dire sur le sujet. J'en ai beaucoup. J'ai dû faire une sélection, j'avoue. Bah, il y a les classiques Myriam Mal, Alison Bechdel, mais moi j'en ai vraiment sélectionné 3, voire 4 si le temps m'est compté. Donc là, on parle de BD. De BD. Il y en a une, ça s'appelle Dans un rayon de soleil de Tilly Walden. Et c'est une dystopie science-fiction. Ce sont des super queer mécanos qui vont réparer des choses dans l'univers. C'est incroyable, c'est énorme. T'as peur et en fait, ça se lit, mais d'une traite. Moi, vraiment, ça a été une claque. Pourtant, je suis pas très science-fiction. Enfin, à chaque fois, je dis ça et à chaque fois, je suis... Mais en fait, je devrais lire plus de science-fiction. Et en plus, c'est une personne qui a écrit plein d'autres BD incroyables queer, qui s'appelle Sur la route de West, Spinning, tout à fait. Et I Junior sur Tegan et Sarah. Je suis fan de Tegan et Sarah, donc je l'ai lu. Les autres, c'est Méconnu, que j'ai découvert chez toi, Isa. Ça s'appelle Frances de Johanna L. Green. Et c'est incroyable. On va vous laisser le lire parce que c'est méconnu et franchement, ça vaut le détour. Non, c'est vraiment une très bonne BD sur une histoire d'amour entre femmes, mais très subtile, qu'on voit pas du tout forcément venir. Moi, je l'ai acheté. D'ailleurs, je ne savais pas, il me semble, qu'il y avait une histoire lesbienne dedans. Et ben moi, j'ai pris le bouquin dans ta bibliothèque sans savoir ce que c'était. Et quand j'ai lu, j'étais là, oh, mais c'est incroyable. Au final, c'est ça qu'on aime, ne Ouais. pas voir venir. Bref, c'est super. Ma dernière recommandation, c'est Gender Flou de Thamos Le Thermos. Cette BD m'a bouleversée parce que c'est rare les BD qui reprend les questionnements de genre et de non-binarité, et c'est rare les BD en fait qui traitent de ce sujet-là. Et en plus, c'était une période de ma vie où je me posais beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire il faut être comme ça, ou je suis lesbienne donc je suis lesbienne, ou je suis non-binaire donc je suis non-binaire. Et en fait, là, c'est une personne qui dit bah c'est flou en fait, et que parfois t'as beau te dire non-binaire, mais bah t'as envie de porter une jupe, ou bah là en fait tu te sens plus ça, et en fait l'important c'est qui tu es et ce que t'as envie de faire.
Et ça m'avait fait beaucoup de bien. Quand je l'ai lu, je pensais pas que ça me ferait autant de bien, en fait. Donc voilà, je recommande. Merci Nola pour ces recommandations. Donc, toutes les références sont sur notre site, évidemment. Et Aura, je crois que tu voulais ajouter un petit conseil littéraire. Oui, il y a aussi le livre Gwyn, qui est très intéressant. C'est un recueil, je ne sais pas si on dit recueil, mais de plusieurs textes. Je ne vais pas citer tous les noms, etc. Mais c'est plein d'expériences Gwyn. Et c'est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. Est-ce que autour de cette table, il y a d'autres recommandations, romans, BD? Moi, en ce moment, je suis dans l'essentiel des Gwyn à suivre. Voilà, d'Alison Bechdel. Voilà, qui apparemment est un classique que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Et qui vraiment présente un caractère assez atemporel, en fait. Ça a été écrit dans les années 80, je crois. Et en fait, on se retrouve totalement dans les situations, alors qu'en plus, elles sont américaines. Super, eh ben merci Emma. Oh non, Gouinement lundi, c'est fini pour ce non soir. On vous mettra bien sûr toutes les références citées au cours de l'émission dans la barre d'infos et dans la description de l'émission sur notre site internet. On vous rappelle bien sûr que tout ce qui a été dit au cours de cette émission ne peut être retenu contre nous. Qui sait, peut-être que demain, je changerai d'avis sur la coupe mulet comme j'ai changé d'avis sur Kristen Stewart. Mais ça, c'est un autre débat. On remercie bien fort Amélie d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Et merci à toute l'équipe de Gouinement lundi. Inès, Gaëlle, Juliette, Serena, Joséphine, Éline, Sophie, Yuna, Aura, moi-même, je suis dans la liste, Emma et Nola. Et vous pouvez retrouver l'émission sur notre site, gouinementlundi.fr, sur celui de Radio Campus Paris et sur toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous montrer votre amour en nous mettant plein d'étoiles et de likes. On se retrouve le 3 février et d'ici là, portez-vous gouinement bien. Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.